Basé sur le numérique, l'entrepreneuriat digital fait son bout de chemin au Mali, à l'image de l'entrepreneuriat traditionnel. Il permet de réduire le chômage, particulièrement des jeunes, et d'économiser sur certains coûts. Ceci dit, ce secteur n'est pas épargné par les difficultés liées entre autres à Internet, qui est son noyau central. Entrepreneuriat numérique, opportunités, défis et enjeux, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et merci de nous retrouver dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Entrepreneuriat numérique, opportunités, défis et enjeux, c'est de cela dont il est question ce jour. Avant d'en débattre, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité principal. Dr Mamadou Gouro Sidibé est le président de Mali Startup, fêtière des startups du pays. Il est surtout le fondateur de l'application mobile Lenali. Lenali est le premier réseau social malien entièrement basé sur les messages vocaux traduisibles dans plusieurs langues locales et étrangères telles que le Bambara, le Soninké, le Songhai, le Wolof ou encore le Moré et le français. À travers sa société Lenali SARL, créée en 2016, Dr Sidibé a développé plusieurs solutions numériques plutôt innovantes. Ce qui lui a valu de nombreuses distinctions, à l'image du prix d'innovateur africain 2018, de Car Africa et Bloomberg. Ce docteur en informatique est également cofondateur du Centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. Du point de vue académique, Mamadou Sidibé est une tête bien faite. C'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir obtenu son baccalauréat en mathématiques, techniques industrie au lycée technique de Bamako en 1991, le jeune Malien poursuit ses études en Russie grâce à une bourse d'État. À l'université électronique de Saint-Pétersbourg, il décroche au début des années 2000 le diplôme d'ingénieur en génie informatique, complexe, système et réseau. C'est à l'université de Versailles en France que MGS obtient son Master 2 en ingénierie des réseaux et systèmes en 2003. Il y décroche également son doctorat en informatique en 2010. Dr Mamadou Gouro Sidibé est co-auteur de plusieurs articles relatifs à l'information et réseaux multimédia. Durant cette dernière décennie, Dr Sidibé a aussi travaillé en qualité d'éditeur et contributeur dans plusieurs livrables de projets internationaux de recherche et développement commandités par la Commission européenne. Marié et père de famille, Dr Mamadou Gouro Sidibé parle plusieurs langues telles que le Bambara, le français, le russe et l'anglais. Il est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Mamadou Gouro Sidibé, le fondateur du premier réseau social vocal et multilingue 100% malien. Docteur Sidibé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Amar. Merci, l'honneur est pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre dans ce secteur du numérique, particulièrement à mettre en place une telle application? Ce qui m'a poussé, c'était au début, je voulais faire du Viber malien à l'époque. Et pourquoi du Viber malien? Parce que la moitié de ma famille habitait en Europe, l'autre moitié au Mali. Donc c'était cher les communications. Donc on a voulu faire avec les téléphones classiques qu'on met à la maison. Sauf que l'Internet à la maison, au début des années 2010, c'était très coûteux. Alors je me suis dit, peut-être qu'il faut amener ça sur une application. Et c'est ainsi que j'ai demandé des gens qui ne m'ont pas cru. J'ai laissé tomber le projet. Et 6 mois plus tard sortait Viber.
Et ensuite, 3 ans plus tard, il était vendu à 1 milliard de dollars. Je me suis dit, waouh, je me suis fait avoir. Vous êtes mis les mains sur la tête. Et donc, j'ai commencé à faire du Viber alors malien. J'ai dit, bon, il y a toujours un moyen d'innover local. Et 1 an plus tard, 20 millions perdus. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'innovais, j'étais rattrapé. Donc, j'ai dit, non, ok, je vais faire Facebook local plus Viber dans une même application, pas genre Facebook et Messenger. Et là, je me suis retrouvé aussi avec la concurrence qui était trop forte à côté, jusqu'à ce qu'un jour, je rentre dans une alimentation. Et il y avait un monsieur qui avait l'habitude de me servir. Il vient me tendre un téléphone en me disant, patron, est-ce que vous pouvez me traduire? C'était quelques lignes en français, en langue locale. J'en étais ému. Je me suis dit, waouh! Donc on court derrière les autres qui ne sont même pas compris chez nous. C'est ainsi que l'idée m'est venue de créer le premier réseau social parce que c'était d'abord faire des guides vocaux en langue locale. Et parce que je lui ai posé la question, comment vous faites pour, si vous ne savez pas lire et écrire les messages, comment vous avez installé? La personne m'a dit c'est quelqu'un d'autre qui a installé. Qui a installé à sa place. Aujourd'hui, votre application, en termes de chiffres, ça donne quoi? En termes de chiffres, c'est près de 200 000 quand même téléchargements. C'est beaucoup, mais c'est très peu. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'avait pas grand moyen et qui n'avait pas beaucoup de publicité, qui n'a pas pu faire beaucoup de publicité. Donc, on peut dire que c'est beaucoup. Mais c'est peu par rapport aujourd'hui au nombre de connectés maliens, on en parlera. Mais il y a une chose que je tiens à dire, que l'ENALI est, je peux dire presque la seule application malienne, voire africaine, qui a été téléchargée dans plus de 118 pays dans le monde. Bravo. Alors, bien sûr, tout au long de cette émission, nous allons donc revenir sur donc, les enjeux et bien sûr les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours. Mais vous êtes également le président de Mali Startup. Oui, merci parce que c'est très difficile. Donc, j'ai dit, j'ai perdu 2 ans. J'avais dit la première, à chaque année, c'était 20 millions perdus en fonds propres. Et ensuite, j'en ai perdu beaucoup d'autres pour que l'ENALI puisse voir jour. Et j'ai compris que l'entrepreneuriat était difficile. Et j'ai vu vos anciennes émissions, les éminents personnalités, ils en ont beaucoup parlé. Et j'ai vu que dans le domaine du numérique, c'est encore plus difficile. Parce que ce n'est pas quand même quelque chose qui est bien compris encore. Et qui est difficile aussi. Donc, et je n'étais pas seul. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à peu près au même moment ou plus tard avec moi. Et nous, comme nous avons été des pionniers, on a affronté beaucoup pour pouvoir tracer ce chemin-là. On s'est dit qu'il faut qu'on soit ensemble pour faire le plaidoyer auprès des autorités. Parce que c'est extrêmement important, parce que personne ne connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. J'ai vu que vous avez reçu des chefs d'incubateurs et d'accompagnateurs. On les salue beaucoup. Quand nous commençons, en tout cas quand moi j'ai commencé, il n'y en avait pas. Donc maintenant, heureusement, ils sont là et ils font du très bon travail. Et nous, ce que nous voulons dire qu'il y a les spécificités de l'entrepreneur innovateur qui est tout en plus geek que entrepreneurs qui sont là à tenir en compte. Donc ce plaidoyer-là était très important, premier grand objectif. Le deuxième grand objectif, c'est de pouvoir faire un répertoire des startups du Mali, qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi. Mais aujourd'hui, justement, en parlant de ce répertoire, il y a combien de membres dans votre association? Il y a plus de 175 membres répertoriés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, le monde des startups, il y en a qui arrivent, d'autres qui partent, parce que comme on le sait, même aux États-Unis, c'est 10% seulement de réussite sur la masse. Donc, il y a du boulot, c'est pour cela même qu'on doit faire tout ce que vous voulez faire. Justement, on va parler des défis, donc des enjeux qui entourent le monde du numérique, le monde des startups. Mais avant, nous regardons ce grand angle signé Marietou Diallo et Ibrahim Babi. L'Afrique est le continent où le taux de chômage est le plus élevé au monde. Mais des études montrent que grâce à l'entrepreneuriat, notamment digital, le taux de chômage des jeunes a relativement baissé sur le continent. D'après une étude de la Banque mondiale publiée en 2020, au Nigeria, l'entrepreneuriat numérique a permis de sortir plus de 2,5 millions de personnes de l'extrême pauvreté, soit 7% des foyers.
Mais qui est un entrepreneur digital ou numérique? Eh bien, l'entrepreneur numérique, c'est quelqu'un qui essaie donc de créer de la richesse, de la valeur, en utilisant les technologies de l'information, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si vous êtes capable d'utiliser une de ces technologies pour créer une solution, un produit ou un service qui peut être ensuite vendu et donc créer de la richesse, alors vous êtes un entrepreneur numérique. Selon les spécialistes, l'entrepreneur digital a pour matière première les technologies du numérique dont le noyau central reste Internet, et ce, quel que soit le domaine. Que vous fassiez du commerce, que vous soyez dans l'éducation, que vous soyez dans l'agriculture, quel que soit le domaine d'activité où vous êtes, si vous êtes capable de créer de la valeur à partir des technologies de l'information, vous entrez dans la catégorie des entrepreneurs numériques. Au Mali, le coût de la connexion Internet est considéré comme l'un des principaux freins à l'émergence d'entrepreneurs numériques et au développement des startups. D'après une étude de l'association Chapitre malien de l'Internet Society sur l'état de l'Internet sur la période 2020-2021, 84% des internautes maliens interrogés ont jugé le coût d'accès à Internet élevé, ce qui, à en croire certains, joue sur la performance des entreprises. Alors on utilise Internet au quotidien, c'est même notre outil de travail central en tant que start-up au Mali. Le coût, ça représente un coût certain quand même pour s'équiper d'une bonne connexion à fort débit. Et la qualité, c'est vrai que de manière globale, on va dire que ça nous permet de faire le travail, mais pas de manière la plus efficace possible parce qu'on a des baisses de débit et qui font que parfois ça plante. Donc je pense que le débit et le niveau de qualité en tout cas pourrait être amélioré pour nous permettre d'être plus performants de notre activité au quotidien. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises commercent sur l'Internet. Les petites et moyennes entreprises échangent par Internet. Les petites et moyennes entreprises font leur publicité avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est comme moyen lié à l'Internet. Ils les utilisent pour vraiment communiquer, pour mettre sur le marché leurs produits, pour faire marketing de leurs produits et toute une gamme vraiment de boulot lié à ce service. Donc il va sans dire que si toutefois ce coût est cher, cela va agir forcément sur la rentabilité des entreprises, sur la performance des entreprises. Au-delà du coût, l'accessibilité de la connexion haut débit reste un problème compte tenu de l'immensité du pays. Il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes par l'Internet au Mali. Et surtout la fibre optique aujourd'hui, il y a des zones, même à Bamako, là où je suis aujourd'hui, là on parle, il n'y a pas de fibre optique ici. Aucun des opérateurs n'a leur fibre optique qui desservent ici le quartier de Kalabankoura, par exemple, comme d'autres localités de Bamako, qui est la capitale. Donc l'accessibilité d'abord c'est un problème. Avec tout le coût que les gens payent, on ne trouve pas que le même service n'est pas rendu. Parce qu'on paye un coût assez élevé et l'accessibilité vraiment reste à désirer. La réduction du coût de la connexion Internet permettrait de booster la performance des entreprises locales. Les forfaits réduits peuvent avoir un impact certain en fait, sur la performance des entreprises au Mali et ça peut être un moyen pour les entreprises de pouvoir se développer, mieux performer et ça a un impact en fait, direct sur le chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est clé en fait. C'est clé surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. En 2019, Mactar Diop, alors vice-président de la Banque mondiale, déclarait, je cite, « Élargir l'accès à Internet signifie créer des millions d'opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. » D'après les données 2022 de Sika Finance, le Mali était le 6e pays sur 15 de la zone CEDEAO où le prix moyen du gigaoctet était le plus cher, soit 2,76 $ US.
On va longuement revenir sur la question d'Internet, notamment son coût et la facture numérique. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, nous avons Madame Tako Kamara. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes consultante en transformation numérique, marketing et communication digitale. Vous êtes donc la promotrice, sinon la fondatrice et directrice de Follow Digital Consulting. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre structure? Alors, Follow Digital Consulting, c'est un cabinet de conseil en transformation numérique, en marketing et en communication digitale et qui est spécialisé en inbound marketing. Donc, tous nos services se regroupent dans cette spécialisation d'inbound marketing. On fait tout ce qui est transformation numérique, développement de solutions numériques, des sites web, des applications mobiles, de la formation dans ces domaines-là. Et on s'occupe de la communication et du marketing des différentes structures. Alors, notre dernier invité ce soir est Mohamed Doumbia. Mohamed Doumbia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous. Alors, vous êtes le fondateur de l'incubateur C-Siri Business Corp, qui est une structure d'accompagnement des entreprises et des institutions sur les questions du numérique. Vous avez été chef de cabinet au ministère de l'économie numérique. Vous avez également été conseiller technique à la présidence de la République. Vous vous définissez, vous allez me dire ce que vous entendez par là, vous vous définissez comme un évangéliste de la tech et de l'intelligence artificielle? Évangéliste de l'IA, de la tech et de l'IA, parce qu'aujourd'hui, le cœur de mon travail est vraiment autour de l'intelligence artificielle, de la promotion des outils d'intelligence artificielle et de la sensibilisation autour de ces outils-là. Donc, on a mis en place le programme Immersia, qui contribue justement à accompagner et les particuliers et les entreprises et les décideurs vers une immersion totale vers l'intelligence artificielle, parce qu'on sait que c'est une question d'actualité, une question très importante. Alors, messieurs, madame, on va commencer par cette première infographie qui va nous amener à parler donc des téléphonies mobiles et d'Internet au Mali. De 2011 à 2010, on a pris sur 10 ans. En termes d'utilisateurs d'Internet, en 2011, on était à 2,2% d'utilisateurs d'Internet. En 2021, le taux était de 34,5% en termes d'utilisateurs d'Internet. En termes de haut débit, en 2011, on était à 0,5% et en 2021, on est à 0,66%. Docteur Sidibé, on va d'abord s'arrêter sur les utilisateurs d'Internet. On a vu qu'entre 2011 et 2021, il y a eu une augmentation. Est-ce que c'est de nature à booster aussi le secteur, notamment le secteur de l'entrepreneuriat numérique? Oui, c'est forcément bien pour l'entrepreneuriat numérique. Mais vos chiffres sont globaux, si on prend comme ça. Si on se regarde, on se réfère à 2018, ce n'était que de 9%. 2018, l'utilisateur actif, actif, d'accord. Oui, qui se connecte régulièrement, ce n'était que de 9%. Mais c'est très faible par rapport à d'autres pays, je pense au Sénégal. C'était vrai pour beaucoup de pays de la sous-région. Et d'ailleurs, une étude est sortie justement en 2019 qui est faite par la GSMA, donc l'Alliance des opérateurs mobiles du monde. Cette étude de 2019, de mi-2019, disait certaines choses très intéressantes. La première, c'était de dire que oui, ça a augmenté l'Internet, d'accord, de 2014 à 2018. Mais paradoxalement, cette augmentation, si on la regarde, a laissé pour compte aussi certains qui habitent en zone connectée, mais qui n'utilisent pas Internet. Et il y avait une forte corrélation entre l'utilisation régulière d'Internet et les taux d'alphabétisation. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez, vous avez parlé des coûts dans les reportages tout à l'heure. Vous avez parlé maintenant de la connectivité. Et je vais être même plus précis. L'étude de 2014 à 2018 disait qu'en 2014, en Afrique subsaharienne, il y avait la moitié des Africains qui n'étaient pas connectés. En Afrique subsaharienne. En 2018, ce n'est que le tiers qui n'est pas connecté. Et pourtant, donc ça a augmenté, ça fait du bien,
ça permet à Mme Tako de faire beaucoup de merveilles avec des digitales. Mais les côtés utilisation, ils ont dit que le nombre de personnes qui habitent en zone connectée, qui ont la possibilité donc théorique d'utiliser Internet, ne l'utilisaient pas. Pourquoi? Parce que, à première raison, ce n'est ni le coût, ni on va dire l'availabilité, mais c'est l'alphabétisation. Deux sortes d'alphabétisation. Alphabétisation telle qu'on la connaît, mais l'alphabétisation numérique. C'est-à-dire connaître aussi le numérique comme il se doit. On peut être instruit, mais ne pas maîtriser le numérique. Imaginez, toute personne qui a son smartphone, est-ce qu'il est sûr que toutes les applications qui sont là-dedans, ils comprennent? Les réseaux sociaux et autres qu'on utilise, est-ce qu'on maîtrise tout ce qui est là-dedans? C'est assez compliqué. Et je vous assure que ça, l'alphabétisation numérique est un grand chantier. Donc pour 34%, en Afrique subsaharienne, on n'utilise pas Internet pour l'alphabétisation classique et l'alphabétisation numérique. Avant, le coût et l'accessibilité seulement à 30%. Monsieur Doumbia. Dans la suite logique de ce qu'il a dit, il faut savoir que ce sont les usages qui déterminent même les chiffres que nous avons aujourd'hui. Je prends très souvent l'exemple sur les aides qu'on a à domicile qui, il y a 10 ans, n'utilisaient même pas de téléphone, mais aujourd'hui, vous ne pouvez recruter personne chez vous, que ce soit un chauffeur ou une domestique, sans qu'elle ne vous demande le code Wi-Fi que vous avez chez vous. Donc vous voyez que les usages sont très très importants. Il parle d'alphabétisation, mais je pense que c'est vraiment une dynamique entre l'offre et la demande. Il y a une nouvelle demande qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'offre soit adaptée pour que les chiffres qu'on a aujourd'hui soient vraiment à la lumière des besoins qu'on a réellement. Donc c'est très important, cette alphabétisation-là, il faut qu'on l'ait à tous les niveaux. C'est important qu'on développe ces compétences-là dès le plus jeune âge déjà. Quand on prend le haut débit de 2011 à 2021, on parle en 2011 on était à 0,5% et en 2021 0,66%. Oui. Il n'y a quasiment pas eu d'augmentation. Parce que l'utilisation du haut débit peut-être se concentre plus sur la région de Bamako, où on a toutes nos administrations, on a tous les bureaux, on a tous ceux qui travaillent au quotidien avec des formules privées, formules d'entreprise d'Internet, sont situés dans cette zone-là ou dans les capitales régionales. Il faut savoir aussi que les opérateurs vont vers les zones qui sont économiquement rentables pour eux. Quand ce n'est pas économiquement rentable, ils ne vont pas aller vers ça. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs en place tels que l'AGEFO, qui s'occupe, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel, qui s'occupe justement de contribuer à la couverture de ces zones qui ne sont pas économiquement rentables pour les opérateurs là. Donc les chiffres là sont vraiment à la lumière de la réalité du terrain en fait. Madame Camara, tout à l'heure, les messieurs expliquaient que certains ne maîtrisent pas forcément le numérique, même s'ils ont un certain niveau d'instruction. Vous, en tant que formatrice, vous insistez donc sur ça, d'où justement toutes ces formations qu'on voit un peu partout, apprendre aux gens à maîtriser le numérique. Oui, quand moi je suis arrivée au Mali en 2019, je voyais qu'il y avait très peu d'entreprises qui évoluaient véritablement de manière effective et efficiente dans le numérique. Donc j'avais justement fait ce constat-là de cette urgence de digitalisation de la société et des entreprises. Et donc on a commencé en tant qu'agence de formation. Parce que l'objectif justement c'était de sensibiliser les personnes et de les former dans l'utilisation de ces nouveaux outils-là. Aujourd'hui, tout le monde se dit être dans le digital. C'est devenu une tendance en fait, parce que par exemple, quand on va sur LinkedIn, tu regardes le profil, l'intitulé des posts des personnes, tout le monde fait ressortir cet aspect digital, mais la maîtrise n'est pas réellement là pour tous. Et en tout cas, beaucoup de personnes disent entreprendre dans le numérique, mais aujourd'hui, le paysage des startups numériques du Mali manque de véritable innovation ou de concurrence. On opère tous en fait de manière informelle et dans un environnement qui est défavorable. Je discutais de ça tout à l'heure avec Mohamed avant que l'émission commence. En fait, on est tous de notre côté. On a des initiatives isolées où chacun essaye d'avancer de son côté. Tout seul. Et justement, et ça, je pense, c'est pas que dans le numérique, c'est dans beaucoup de secteurs, pour qu'on puisse faire face et concurrencer face aux géants ou aux grandes structures étrangères qui peuvent venir s'installer, investir du coup au Mali, il faut qu'on puisse s'unir, qu'on puisse avoir une chaîne d'intelligence collective. Et c'est ce mindset-là qui manque ici.
Oui, je pense que Sidibé en a parlé tout à l'heure, d'où la nécessité d'avoir des plateformes comme l'association, parce qu'il est important de faire ce plaidoyer-là ensemble. Il ne faut pas avoir l'aspect concurrentiel. Ça ne sert à rien d'être dans un environnement concurrentiel où le potentiel est quasiment de zéro. C'est mieux de se mettre ensemble, de construire un environnement favorable à l'expansion de tout un chacun et ensuite aller vers les démarches concurrentielles telles qu'on les connaît, les démarches classiques. Alors, on va voir cette autre donnée qui va nous amener à parler donc, du coût moyen du forfait mobile au Mali. On parle donc d'un coût de 1000 francs CFA pour un forfait allant de 1 à 2 gigas ou de 10 000 francs CFA pour des forfaits de 25 gigas. Déjà, votre avis par rapport à la question des forfaits? À quoi ça sert que les forfaits soient diminués aujourd'hui si c'est pour aller sur TikTok regarder du contenu qui n'est pas éducatif du tout? Moi, je valoriserais plus la baisse des tarifs des formules entreprises, des gens qui créent, des gens qui sont vraiment dans la création. Je pense que le forfait, on l'a lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on est en dehors de terminaux, qu'on a à domicile, des choses comme ça. Pour moi, je pense que le prix du forfait, ce n'est pas la question la plus essentielle. Mais est-ce que ce n'est pas un frein justement à ceux et celles qui veulent entreprendre dans le numérique et qui trouvent que les coûts sont assez élevés? Au début, lorsqu'on entreprenait, lorsque les gens créaient des solutions, il y a quelques années, les gens n'avaient pas encore de terminaux, smartphones, et on s'intéressait plus à des dispositifs comme l'USSD, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, on peut toutefois adapter les solutions que l'on propose à l'utilisation, au forfait qui est disponible aujourd'hui auprès des clients. Je ne pense pas que ce soit là la question. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat du digital, ce n'est pas tant les gens qui utilisent l'utilisateur final. C'est clair que l'utilisateur final a besoin du forfait pour utiliser ces solutions-là, mais je pense que ce forfait-là, aujourd'hui, est un peu plus accessible qu'il l'était il y a quelques années. Pour moi, la question réelle aujourd'hui, c'est vraiment le coût de l'Internet global, même les formules à domicile et les formules entreprises. Madame Camara, votre avis par rapport à la question des forfaits? Au Mali, paye-t-on trop cher les forfaits ou pas? Bon, c'est cher, parce que si je compare à la France, par exemple, où on a des abonnements à peut-être 2 €, où on a accès à Internet. Justement, on va voir ça appels. tout à l'heure. Donc voilà, mais après, ça, c'est aussi dû à la position géographique du Mali qui est enclavé, qui fait qu'on a ça. Mais après, on a des solutions où on peut développer des solutions numériques hors connexion pour pallier ce manque d'infrastructure-là. Après, c'est vrai que le Mali a fait quand même des investissements dans l'infrastructure technologique, mais à cause des conflits et de la situation politique d'aujourd'hui, c'est en train d'entraver les investissements. Mais on ne va pas attendre que la situation... Enfin, on ne va pas prendre plus de retard qu'on a déjà actuellement. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. La solution serait peut-être, comme j'ai dit, de développer des solutions hors connexion. Mais comme il a dit, l'usage revient toujours, c'est très important, parce qu'on fait beaucoup la promotion de la digitalisation aujourd'hui, mais les solutions qu'on développe ne sont pas adaptées à la réalité et nos environnements d'aujourd'hui. Donc à votre niveau, si vous avez une responsabilité, quand je dis votre niveau, je veux dire vous qui êtes entrepreneur numérique, c'est ça? Oui, on a une responsabilité, c'est vraiment d'encourager les gens à aller vers le développement de compétences, on va dire que je dirais entre guillemets positives, c'est-à-dire qu'ils vont leur apporter quelque chose qui vont leur permettre d'avoir accès à de l'emploi, d'avoir accès à des opportunités. Sinon, au-delà de ça, si l'on doit parler de l'environnement global, c'est clair que l'État a son rôle à jouer par rapport aux mesures incitatives à créer l'environnement propice aux investissements tel qu'elle l'a dit, mais il y a quand même la réalité des choses qui fait qu'on est dans un pays enclavé tel qu'elle l'a dit et qu'on est dans un environnement institutionnel qui a été instable au cours des années. Donc tout ça, c'est des facteurs qui ne favorisent vraiment pas la venue de nouveaux opérateurs et aussi qui ne nous permettent pas de faire de la pression sur les opérateurs existants en fait. Docteur Sidibé, je vous donne la parole juste après cette infographie qu'on va voir. Ça nous amène à parler du classement africain 2022 des pays où le coût de l'Internet est le plus cher. Et dans ce classement, on se rend compte que le Sao Tomé et Principe est le pays où le coût de l'Internet coûte le plus cher. C'est 17 730 francs CFA. On a le Botswana, on a le Togo qui, dans la zone CEDEAO, a le coût d'Internet le plus élevé. On a la Guinée équatoriale, on a la Namibie qui figure dans ce classement donc, qui regroupe 50 pays, c'est un classement de 50 pays africains. Dans ce classement, le Mali occupe la 36e place. Docteur Sidibé. C'est cher.
Parce que même récemment, j'étais à Dakar et j'ai vu que par rapport à là-bas déjà, surtout avec l'arrivée d'un nouvel opérateur, c'était quand même beaucoup moins cher. Et j'ai passé quelques jours, vraiment, je me suis éclaté avec le bout de choses que j'avais acheté qui ne m'a pas ruiné pour moins de 5 000 francs CFA. D'accord. Mais ce qu'il dit, ça c'était l'autre partie du rapport que j'ai dit que je n'avais pas évoqué, c'était l'utilisation. On dit à 34% le problème c'était l'alphabétisation standard ou numérique. 30% c'était l'accessibilité et les coûts. Mais il y avait 13% qui c'était les contenus. Les contenus. Donc, les contenus, c'est-à-dire? C'est-à-dire, imaginez... je vais te donner même une anecdote qui est même mieux réelle. J'ai parlé de l'Enali, du monsieur qui a fait que c'est allé sur le vocal. À l'époque, j'étais tout seul là où j'ai développé et il y avait une jeune dame qui venait faire le ménage à la maison. Alors, j'avais Wi-Fi, je lui ai demandé. Voilà, j'ai créé un produit que normalement, tu peux comprendre. Est-ce que tu l'utiliserais? Elle me dit, oui, mais je n'ai pas de smartphone. J'ai dit, mais est-ce que tu achèterais un smartphone? Elle m'a dit, c'est 1 mois de salaire, je ne vais pas mettre ça là-dedans. D'accord. J'ai dit, ok, je lui ai offert un smartphone. J'ai dit, chez moi, il y a Wi-Fi, je lui ai donné les codes, comme il l'a dit. J'ai dit, bon, maintenant, est-ce que tu vas utiliser Internet? Elle me dit, oui, ici, oui, mais dehors, non. Parce que je ne vais pas mon argent durement gagné, mettre pour regarder les gens en train de dire, entre guillemets, des conneries, je cite. Oui. Ensuite, j'ai dit, bon, elle faisait le ménage chez moi juste quelques heures. Après, elle était vendeuse de fruits de saison au bout de la rue. Alors, je lui dis, bon, imaginez que tu avais la possibilité de prendre la photo de tes produits et de demander aux gens qui sont connectés, parce que c'est un quartier assez connecté, pour dire, écoutez, venez acheter chez moi et imagine si ça te permet de gagner 3 fois plus. Elle m'a dit, dans ce cas, j'achèterai et le smartphone et l'Internet qui va avec. Donc, c'est le besoin. Et l'autre petit exemple, regardez les motos aujourd'hui. Mais c'est cher. Oui. Mettre de l'essence tous les jours, c'est cher. Mais pourquoi tout le monde en achète? Même les gardiens d'immeuble. Je ne dis pas même en termes péjoratifs, parce qu'ils sont normalement fixes. Oui. Mais pourtant, ils achètent des motos. Pourquoi? Parce que c'est un instrument de régler des problèmes. Pour les étudiants, d'aller à l'école, pour tout le monde, de se déplacer. Donc, si on crée le besoin, donc si on adapte les innovations aux réalités locales, alors là, on va pousser à consommer la chose. Et comme il y aura le volume de consommation important, ça aiderait les opérateurs aussi à amortir leurs investissements. Et ça va globalement amener, avec le nombre, à une chute de coûts d'État. Alors justement, on va voir cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à parler, donc à montrer le classement africain des pays où le coût d'Internet est le moins cher. Donc en Afrique, en 2022, on a l'Algérie où le coût d'Internet ne coûte quasiment rien. 270 francs pour le giga. On a le Ghana, 370 francs. On a donc aussi la Somalie, le Maroc. On a le Nigeria. Ça, c'est vraiment quand on prend les 5 premiers pays en Afrique. Ensuite, bien sûr, dans la sous-région, on a le Sénégal où le coût d'Internet est aussi moins cher. Qu'est-ce que ça change fondamentalement d'avoir un coût d'Internet moins cher? Je parle pour les entrepreneurs, pas forcément pour les utilisateurs qui veulent juste regarder des films, mais pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça change beaucoup de choses parce que ça donne plus de possibilités. Mais paradoxalement, vous verrez que la zone de l'Afrique du Nord ne représente que 0,4% des levées de fonds des startups en 2023. Comment les 621 millions de dollars qui ont été levés en mai 2023, jusqu'en mai 2023, l'Afrique du Nord ne représente que 0,4%. Donc vous voyez que ce n'est pas tant l'accessibilité à Internet. Je voulais revenir sur le rapport entre l'accès qu'on a de l'Internet et ce qu'on en fait. Moi, pendant toutes les années passées, la question que je me suis posée à chaque fois que je souscrivais à une formule Internet, c'est comment rentabiliser cet investissement-là que je le faisais, soit en termes d'éducation, soit en termes d'opportunités professionnelles. Donc je pense que ce n'est pas simplement l'accès à Internet qui fera que l'entrepreneuriat digital va décoller. Il y a
un certain nombre de mesures qui doivent entourer cet accès à Internet-là. Mais on va dire que c'est le socle parce que ça nous permet de développer plus rapidement, plus facilement des solutions. Madame Camara, vous parliez du coût d'Internet en France et même en Europe, en Asie. On va revoir ça dans ce classement. Israël a le coût d'Internet le plus moins cher, le plus bas du monde. C'est tout simplement 26 francs CFA. En Italie, c'est 78 francs CFA. En Inde, 111 francs CFA. En France, 150. Et bien sûr, en Chine, 268 francs CFA. En Europe, en Asie, c'est moins cher. En Afrique, c'est très cher. Est-ce que c'est dû aux infrastructures aussi? L'infrastructure ici, c'est un défi majeur dans tout, je pense, aujourd'hui. Et du coup, on a ce problème-là au niveau national. On a une faiblesse de la couverture. On a un réseau pas assez performant, notamment mobile dans les zones rurales, notamment. Et on a, comme vous avez parlé, des installations électriques qui sont inadéquates. Donc c'est problématique pour nous-mêmes, pour proposer des solutions et même pour les clients pour qu'ils puissent utiliser ces solutions-là. Donc oui, c'est problématique. Et pourquoi ces pays-là? Parce qu'il y a également l'environnement qui est là. L'État comprend les besoins. On en est toujours dans cette... Il faut qu'on comprenne. Tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas mettre des actions en place. Aujourd'hui, par exemple, au Mali, je sais que l'AMRTP existe, mais on n'a pas réellement de politique ou de réglementation centrale, par exemple, qui va guider les numérisations des services ou des systèmes gouvernementaux, ou même de cadres politiques pour, par exemple, le développement du secteur du e-commerce. Aujourd'hui, on voit que les gens sont de plus en plus connectés. Vous avez parlé de chiffres, il y a le rapport de We Are Social et de Meltwater qui est sorti. On a 7,91 millions d'internautes en janvier 2023, avec un taux de pénétration de 34,5%. Et concernant les connexions mobiles, on a 22,48 millions de connexions mobiles, ce qui équivaut à 98% de la population totale. Donc les gens sont de plus en plus connectés. Mais il faut qu'on puisse régler les problématiques pour faciliter. On a parlé de création d'emplois également. Par rapport aux entrepreneurs, mais également par rapport aux jeunes ou même aux moins jeunes. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent en ligne où on peut travailler de chez nous sans forcément aller ailleurs. Tu peux travailler, il y a beaucoup de sites de freelancers, de remote jobs qui existent, d'affiliations qui te permettent de représenter ces structures-là et de vendre leurs produits, leurs services et de travailler pour une multitude d'entreprises qui sont partout dans le monde, toi en étant au Mali ou n'importe où dans le monde et en le faisant chez toi et générer plusieurs sources de revenus. Donc, mais il faut un cadre qui soit là, un cadre réglementaire qui prend en compte ces mutations. On va justement parler du cadre réglementaire dans la seconde partie. On va voir cette donnée qui nous amène à parler des dépenses moyennes en Afrique pour 1 gigaoctet d'Internet. Donc 1 giga, on dépense 9,5% de revenus bruts. Ça, c'était pour les données de 2021. La recommandation, la norme est de 2%. On en est très loin, docteur Sidibé. Oui. Bien sûr, c'est un drame. M. Doumbia a insisté beaucoup sur la chose pour l'entrepreneur, pour rentabiliser, mais finalement, quand nous faisons l'entreprise, nous vendons des produits ou des services pour des cibles. Il faut que ces cibles-là soient capables d'utiliser nos produits. Donc, deuxièmement, il y a aussi, Mme Camara a parlé des infrastructures, mais il y a aussi l'immensité de notre pays. Vous voyez, donc le Mali, quand même, c'est plus d'1 million de kilomètres, voilà. Donc ça joue aussi. Voilà, il y a beaucoup de zones qui sont carrément désertiques, et donc ça, c'est aussi très compliqué. Au début, on avait parlé aussi des problèmes jusque-là et d'insécurité qui régnaient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avant d'arriver au cadre réglementaire et tout le reste, ce qu'il faudrait vraiment accentuer, c'est qu'il faut que les gens comprennent le besoin. Et comment ils vont le comprendre? C'est la sensibilisation. Mais comment ils vont le comprendre? Il faut que nous, entrepreneurs, c'est pas facile. Hein? Il faut que nous y arrivons à faire des produits vraiment utilisables. Aujourd'hui, un exemple simple, c'est les opérateurs de mobile money qui y arrivent. Ouais. Imaginez les chiffres d'affaires qu'ils font, c'est du digital, ça.
Donc, alors que nous autres, à côté, c'est finance. Donc, et ce qu'il faudrait vraiment... Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin réel d'envoyer de l'argent, et d'utiliser de l'argent. Et il y avait déjà des infrastructures pour cela existantes. De parler de la connectivité, je ferai une différence entre la connectivité du mobile en termes de téléphonie juste mobile que la connectivité Internet qui est totalement autre chose. Donc, dans ces deux-là, et dans les deux cas, les opérateurs ont déjà cet outil, ils sont déjà dans toutes les poches. Ils vendent déjà des choses qu'on consomme au quotidien. Avant, on partait acheter une carte, maintenant, après, c'était du zérin, et maintenant, on peut le faire. Donc, quand c'est adossé, l'innovation, donc ça fait un autre message. Quand l'innovation est adossée à quelque chose qui est bien réel et utile, ça a une chance de décoller. Et ça doit tenir compte vraiment, alors là, vraiment des réalités socio-économiques, culturelles du pays. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de nous être fidèles. Je suis toujours en compagnie de nos 3 experts en entrepreneuriat digital, Madame Tako Camara, Monsieur Mohamed Doumbia et Monsieur Mamadou Gouro Sidibé. Merci à tous les 3 d'être restés sur le plateau. Madame, Messieurs, par rapport à tout ce qui a été dit lors de la première partie, quel état des lieux faites-vous justement du numérique et de l'entrepreneuriat au Mali? Madame Camara. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a le fait qu'on soit tous chacun de notre côté. Ça, c'est vraiment un point important parce que on pense que seul, on peut avoir une part considérable de marché alors que pas du tout. Et on doit, je pense, s'unir pour avoir chacun apporter ses expériences, ses compétences, son expertise pour pouvoir justement créer une grande structure au lieu d'avoir des petites structures qui essaient d'avancer de part et d'autre. On a également l'enjeu culturel, de responsabilité sociétale et humaine. Aujourd'hui, on a parlé longuement de la maîtrise des outils, de la compréhension de ces outils-là. Et je pense que tout part du fondement, en fait, c'est-à-dire l'éducation. Aujourd'hui, on est confronté à un monde vraiment... Oui. Maîtriser le numérique, pour entreprendre avec le numérique, c'est ça? En fait, nos formations ne sont pas adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Si vous voyez aujourd'hui, je l'ai abordé récemment lors d'un panel d'ailleurs, ceux qui ont les moyens, en fait, envoient leurs enfants étudier en Europe ou en Amérique et la plupart de ces étudiants ne reviennent pas au Mali. Donc, ils font bénéficier ces pays de leurs compétences et le Mali perd ses futurs talents. Donc l'idée, c'est que vraiment on puisse avoir des cours et des formations, un contenu adapté aux réalités d'aujourd'hui et également que les formateurs, les enseignants soient formés. Parce que même si on a, les formations sont alignées aux défis actuels, si les formateurs, les enseignants ne sont pas formés, le problème ne sera pas résolu. Docteur Sidibé, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que Madame Camara vient de dire, j'imagine. Mais vous, en tant qu'acteur, vous êtes dans le secteur depuis plus d'une décennie, si je ne dis pas moins. Quel est votre regard? Est-ce que quand vous vous retournez, vous regardez derrière vous, vous dites on a parcouru du chemin, ou vous dites rien n'a encore été fait? Il reste beaucoup à faire. On a parcouru du chemin. Mais il y a des choses à régler. Imaginez, de 2018 à maintenant, en tant qu'acteur de l'économie numérique, j'ai vu passer 5 ministres de l'économie numérique. Aucun ministre de l'économie numérique n'a survécu à un remaniement ministériel. S'il vous plaît, chères autorités, si vous voulez détacher la communication de l'économie numérique, mettez quelqu'un là-bas, peu importe qui. Nous, acteurs là, on va venir, on va prêter main forte. Mais laissez les gens travailler au moins 3 ans. Parce que ça, c'est extrêmement important. Les enjeux, en 2016, donc il y a presque 7 ans, l'économie numérique en Amérique du Nord, en termes d'opportunités, c'était près de 1000 milliards. 1000 milliards, encore de 1000 milliards de francs CFA. Et imaginez que l'Afrique réunie, ce n'était que 10 fois moins. Toute l'Afrique réunie.
10 fois moins. Donc les enjeux sont colossaux. Et le numérique est un outil qui peut servir dans n'importe quel secteur, n'importe quel domaine. Donc la stabilité est extrêmement importante pour ce domaine-là, qui est un catalyseur, qui est un outil pour tous les autres secteurs du développement. Hein. Deuxièmement, il a parlé des formations. De mon expérience, ce que j'ai vu, oui, les formations ne sont pas adaptées au marché évolutif, très évolutif. Voilà pourquoi d'ailleurs ma structure l'ENALI s'est rapprochée par exemple de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou pour créer un centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. Pourquoi? L'idée, c'est de dire que depuis la première année, les gens qui sont en agriculture, comment on va faire qu'ils n'apprennent pas que l'agriculture, mais qu'ils apprennent l'outil digital, mais surtout l'entrepreneuriat rural innovant adapté aux réalités locales. C'est seulement comme cela qu'on va, et que tous les projets des écoles soient des réels projets qui sont des besoins, par exemple, des agriculteurs. L'agriculture, c'est 40% du PIB malien. C'est 80% de la population active. Imaginez, et Hyper est une telle chance pour le Mali, c'est sous-régional, c'est 20 nationalités de la sous-région qui viennent, et c'est plus de 200 enseignants-chercheurs, et c'est près de 300 hectares de terres agricoles. Et donc, ces joyaux bijoux qu'on a, qui est dans l'agriculture, en modernisant, par exemple, cette agriculture avec le digital, on aura beaucoup fait. Mais ça, on n'y arrivera jamais si on ne met pas, les cadres réglementaires et fiscaux qui vont avec, d'où la loi Startup Act qu'on avait commencé à discuter même avec vous. Et donc, ça, si vous posez la question, c'est un autre sujet. Et maintenant, surtout, pour que les choses soient adaptées et accompagnées. Alors, je rappelle, Monsieur Doumbia, que vous avez, je l'ai dit au début en vous présentant, vous avez été donc conseiller, vous avez été directeur de cabinet, pour être précis, au ministère de l'économie numérique, sans parler de la personne pour qui vous avez travaillé. Qu'est-ce qui explique ce que Dr Sidibé vient de dire, ce changement de ministre à chaque fois au niveau de ce département? Oui, il faut simplement comprendre que, comme il a dit, le digital aujourd'hui ne fait pas partie du cœur du projet de développement au Mali. Quels que soient les gouvernements qui soient passés, quel que soit le président qui soit passé, ce n'était pas au centre du projet de développement. Quand vous voyez l'architecture gouvernementale, on vous parle de ministères régaliens. Vous voyez, c'est les départements dans lesquels les changements sont très peu fréquents. Donc on met les personnes là-bas qui vont rester, qui mettent une vision. Il y a notamment, et c'est important d'avoir ces départements régaliens parce qu'aujourd'hui la question de sécurité, elle est essentielle au Mali. Voilà, la diplomatie c'est une question essentielle, la santé c'est une question essentielle. Donc c'est pareil. Maintenant le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas cette vision que peut-être d'autres pays ont, tels que le Bénin par exemple que je citerai, parce que c'est la même ministre qui est là-bas depuis 2019. Et je reviens à la question d'intelligence artificielle qui pour moi aujourd'hui c'est une question qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. C'est important, c'est une question du moment, c'est une question de l'avenir. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes co-initiateur d'Immersia. Voilà, qui œuvre vraiment à la promotion d'une immersion totale dans l'ère de l'IA, parce qu'on a connu le même problème avec l'ère de la digitalisation classique. Le Mali n'a pas fait le pas, on est resté en marge de cette digitalisation classique. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on ne peut pas se permettre de faire cela. Parce que ça va, la vitesse à laquelle évolue la technologie a été multipliée au moins par 10. Donc pour revenir à la question de la stabilité institutionnelle, au-delà du Bénin, vous avez au Cap-Vert un secrétaire d'État qui est en charge du numérique et des startups depuis 2017. Et ça laisse le temps à ces personnes-là de mettre en œuvre leur vision. Parce qu'au-delà de 6 mois, au bout de 6 mois, quand vous allez dans un département, vous avez besoin d'au moins 6 mois pour faire un mapping du secteur et connaître les problématiques réelles et commencer à poser des actions. Maintenant, si au bout de 6 mois et d'une année, vous devez quitter ce département et que quelqu'un d'autre vienne, un nouveau ministre, c'est une nouvelle vision. Voilà. Et on a un problème de continuité aussi au sein de nos départements. Souvent, je prends l'exemple du cinéma où, lorsqu'on est sur un plateau de tournage, on a quelqu'un qui est en charge de la continuité du plateau de tournage. Lorsqu'on vient tourner demain, il faut qu'on commence et que les dispositifs soient en place. Je pense qu'il faut un ministère de la continuité au Mali, au moins, pour que on puisse suivre les projets. On va voir cette infographie qui va
en quelque sorte illustrer tout ce qui a été dit il y a quelques minutes. Cette infographie va nous emmener à parler de l'impact d'Internet, du numérique dans la réduction de la pauvreté. C'est une étude de la Banque mondiale réalisée en 2020 au Nigeria. En moins de 2 ans, le Nigeria a vu ses foyers, donc les plus pauvres, réduire leur pauvreté à hauteur de 7% en moins de 2 ans. Grâce au numérique, grâce à l'Internet. Mais justement, on va parler de la réduction du coût de l'Internet, comment faire dans ce point de vue que je vous invite à suivre. Quand on veut faire 1 kilomètre de fibre optique, à peu près on met 20-25 millions pour le kilomètre en BTP et tout. Et maintenant que 2 personnes utilisent la fibre ou pas, vous avez déjà un coût fixe de 20, 25, 30 millions à supporter par kilomètre de fibre optique. Malitel, Orange, Télécel ou encore Afribon ne sont que des revendeurs. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas. Contrairement à la voix, les 3 sociétés précitées produisent la voix. Et elles ont les capacités, elles produisent elles-mêmes la voix. Mais pour l'Internet, ce sont des distributeurs ou encore des revendeurs. Donc en un mot, ce sont des fournisseurs d'accès, presque au même titre que Afribon, à la différence qu'ils ont peut-être leur propre réseau. Donc comme ils sont vendeurs, ça veut dire qu'ils sont revendeurs, disons, ça veut dire qu'eux, ils doivent acheter quelque part. Donc ils doivent acheter auprès de qui? Auprès des backbones, c'est-à-dire ceux qui ont plus de capacités, qui sont à l'extérieur du Mali. Et donc ces capacités, quand nos revendeurs achètent, ils sont obligés d'aller capter la capacité au bord de la mer, parce que nous sommes un pays continental. Donc il faut qu'elles aillent soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, et peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent aller en Mauritanie aussi, quand même aller prendre au bord de la mer, parce que c'est là où il y a les câbles, et maintenant faire venir la capacité jusqu'au Mali. Donc déjà, on voit que le prix d'achat, plus le prix de la traversée, plus le prix de fonctionnement. C'est vrai qu'il y a une séparation comptable qui dit qu'il ne faut pas que la voie subventionne l'Internet, donc chaque service doit être capable de tenir par ses propres moyens. Donc plus les coûts administratifs, plus la marge bénéficiaire. Donc on voit là que comme ce sont des revendeurs, leur marge de manœuvre, elles n'en ont presque pas. Elles ont la marge de manœuvre où? Au niveau de la marge, peut-être bénéficiaire. À part ça, elles ne peuvent pas jouer sur le coût d'achat auprès des backbones internationaux. Le coût de la traversée, par exemple, traverser le Sénégal, elles n'ont pas le poids pour dire oui, on ne paye pas, voilà, etc., etc. Donc, vous verrez un peu que notre coût est justifié en réalité par ces éléments-là. Les indiscrétions mettent les coûts au niveau les coûts de la traversée à hauteur de 25 à 30% du coût total. Donc imaginez, nous sommes au sein de l'UEMOA, si le coût devient gratuit à ce niveau, vous voyez que les prix peuvent s'effriter automatiquement de 20 à 25%. Ne serait-ce qu'à travers une décision administrative au niveau communautaire. Messieurs, madame, êtes-vous d'accord avec ce point de vue qu'on vient d'entendre? Le coût de la traversée pèse sur le coût de vente, j'allais dire, du giga. Docteur Sidibé? Oui, il y a forcément ce coût-là. Mais moi, je crois qu'on peut faire des efforts. Mais à côté de chez nous, c'est moins cher. C'est les mêmes pourtant qui sont ici là-bas. Mais en même temps, il explique que le fait que certains ont accès à la mer, ça réduit le coût. Vous, en tant qu'ingénieur, d'accord, je vais vous donner un autre exemple. On a le premier opérateur que je ne vais pas citer, de Mobile Money. S'il vous plaît. Et il y avait des coûts qui nous disaient incompressibles pour le transfert d'argent, les frais. Il a fallu qu'un autre arrive et ça a été bien compressé tout à coup. Et quand on a vu que cet autre-là commence peut-être ça a commencé à répartir. Et puis le troisième opérateur, quand il est venu, on a vu des promos de 500%. Ah bon, on peut. Non, mais c'est clair. Je pense qu'il y a une volonté qui est là.
Après, comme il a dit, chacun prêche pour sa chapelle. Donc, il y a des événements qui jouent en notre défaveur, notamment la situation sécuritaire, parce qu'à chaque fois, les opérateurs évoquent l'insécurité des équipements, les problèmes qu'ils ont à pouvoir se rendre pour les différents dépannages ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est des choses dont il faut tenir compte également. Il faut que nous, on ait une vision à long terme et qu'on arrive à mettre en place vraiment cette sécurité-là pour sécuriser vraiment les différents équipements et que les zones les plus reculées puissent avoir accès à cette connectivité-là, que ce soit la connectivité en termes de téléphonie mobile et la connectivité Internet. Une des solutions, je pense qu'il y a des réflexions à ce niveau-là, c'est peut-être d'installer les équipements au plus près des camps militaires. Aujourd'hui, dans certaines régions où il y a beaucoup plus d'insécurité. Comme il le dit, il y a des solutions adaptées. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette volonté-là des deux côtés, que ce soit du côté des opérateurs et du côté de l'État, pour trouver des solutions ensemble au plus grand bénéfice des utilisateurs finaux. Tako Camara, comment réduire les coûts, si c'est possible, bien sûr? Comme il a dit, c'est possible. Ils connaissent la solution, en fait. Ce n'est pas à nous de leur dire. Ils connaissent déjà la solution. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pouvez apporter justement des solutions, j'allais dire des solutions numériques pour que justement ces coûts baissent? Mais comme je vous ai dit, c'est de faire des solutions hors connexion déjà. Ça, c'est une première solution qui va... Tu n'auras pas de coût une fois que tu as l'application ou la solution à travers le lien qu'on va te donner ou quoi. Tu n'as plus besoin d'avoir Internet pour avoir accès à ça. Donc ça, c'est une des solutions la plus simple. C'est rentable pour vous? C'est rentable? Ou là aussi, il y a un autre Non, débat? non, non. Ça, c'est temporaire. On espère que ça soit temporaire parce que le but, c'est qu'on ait une expansion de la connectivité dans les zones où ce n'est pas couvert actuellement. Ça, c'est tout à fait vrai. Le seul truc qu'on peut ajouter à cela, c'est que nous, il faut que nous soyons très nombreux et très impactants pour pouvoir les tordre le bras. Nous ne le contenions pas. Mais il y a une chose, j'ai assisté à une réunion d'un ministre que je ne vais pas citer, à son cabinet, où tous les opérateurs avaient été appelés. Mais il y a une chose qu'on peut faire, qui marchera tout de suite. Faire venir un vrai opérateur, quatrième là, avec des vraies choses, vous allez voir. Je vous invite à présent à suivre notre cas d'école qui nous amène à parler des meilleures expériences digitales d'Afrique. De nombreuses études montrent que le numérique contribue à améliorer la qualité de vie en Afrique. C'est le cas de celle menée en 2021 par Surfshark, une société de services VPN de la filière Nord Security. Dans son rapport intitulé Digital Quality of Life Index, Surfshark indique que l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Kenya, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les 10 meilleures nations du continent en matière d'expérience numérique. Ces pays ont été classés après analyse de 5 critères, à savoir l'abordabilité d'Internet, la qualité d'Internet, l'infrastructure numérique, la sécurité électronique et l'e-government. Selon cette étude, ces pays ont largement investi ces dernières années dans le développement des critères précités, favorisant ainsi la modernisation et l'efficacité des services publics et privés, l'émergence d'un climat des affaires de qualité incitant à l'innovation, au dynamisme de l'industrie des startups et l'attrait des investisseurs. Ceci dit, Surfshark VPN nous apprend que certains pays de son top 10 excellent plus que d'autres en fonction des critères. Par exemple, en matière d'accessibilité Internet, selon le rapport 2021, l'Angola est le marché où les tarifs sont les moins coûteux du continent. Il était classé 17e au plan mondial. Pour ce qui est de la qualité d'Internet, donc de la connexion, l'Algérie arrive en tête de l'Afrique et se classe 28e au niveau mondial de ce segment. Les données de Surfshark VPN indiquent également qu'en matière de qualité d'infrastructures numériques déployées, le Kenya est leader africain et 58e au niveau mondial dans ce domaine. Pour ce qui est du segment sécurité électronique, le Nigeria est considéré comme le numéro 1 africain et 46e mondial. En matière d'e-government, c'est-à-dire de dématérialisation de l'administration publique par les technologies de l'information et de la communication, l'île Maurice arrive largement en tête dans le continent et occupe la 53e place mondiale dans ce secteur. Certains pays sont plutôt bien équipés. On a vu ce classement, que ce soit au niveau de l'e-government, que ce soit au niveau des infrastructures numériques, que ce soit au niveau justement des investissements dans le secteur du numérique.
Nous, a priori, au Mali, compte tenu de tout ce que vous avez pu dire, donc le défi sécuritaire, on n'a pas encore franchi véritablement le pas. Alors, on va voir justement en termes de perspective ce que l'entrepreneuriat numérique représente en chiffres en Afrique. En termes d'utilisateurs, en 2013, on parle de 167 millions d'utilisateurs. Les perspectives pour 2025 annoncent 600 millions d'utilisateurs. En termes de contribution au produit intérieur brut, en 2013, c'était de 10 826 milliards de francs CFA. En 2025, 180 435 milliards de francs CFA. Le marché du téléphone portable en 2020 était de 140 722 milliards de francs CFA. Toutes les perspectives sont ouvertes. Aujourd'hui, avec l'expansion de l'IA, ces perspectives-là, il faut les voir peut-être 100 fois plus, 1000 fois plus, en fait, parce que les possibilités sont immenses, sinon même infinies. Et là, vous parlez de téléphone portable, mais moi je pense que le téléphone, c'est le terminal qui sera le moins utilisé. Vous avez l'Internet des objets, vous avez les maisons qui sont connectées. On est connecté de partout. Mais est-ce que ça, ce n'est pas propre aux pays développés, aux pays qui sont très avancés? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure qu'au niveau de la connexion Internet, déjà, on est très loin. Toutes les zones ne sont pas couvertes, rien qu'à Bamako. Mais comment quelqu'un va connecter sa maison alors que Internet coûte cher, Internet n'est pas forcément disponible un peu partout? On a dit la même chose avec l'avènement d'outils comme WhatsApp ou Viber. Mais où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Peut-être que mon cousin Peul, qui est dans son village, il communique sur WhatsApp avec ses cousins qui sont à Bamako aujourd'hui. Donc la technologie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prévoir, en fait, l'utilisation que les gens en feront. On peut mettre un produit sur le marché, mais l'utilisation finale, on ne peut pas prévoir. C'est pour ça qu'il y a des méthodes de déploiement comme les méthodes Lean, où on est obligé de tester au fur et à mesure et de voir quels sont les usages qui sont faits de nos services et de pouvoir les adapter au fur et à mesure. C'est pour ça que vous avez aussi au quotidien des mises à jour des applications. Vous avez, voilà, il y a toujours des nouvelles formules qui s'adaptent aux besoins de l'utilisateur final. Je pense que c'est l'utilisateur final qui va déterminer l'utilisation de ces outils-là. Vous dites qu'on est à Bamako, mais il y a beaucoup de gens qui ont des maisons connectées à Bamako. Il y a beaucoup de gens qui ont des montres connectées à Bamako. Des gens qui n'ont peut-être même pas, on va dire, l'éducation informatique proprement dite, ou des gens qui ne sont même pas alphabétisés utilisent ces terminaux-là aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de connectivité, c'est l'usage qui va déterminer. Les enjeux aujourd'hui autour du numérique, c'est lesquels? Moi, je pense qu'on a besoin d'un cadre réglementaire qui tient compte des mutations. Comme il a dit, on tend vraiment à aller dans... On est obligé, en fait, on n'a pas le choix d'être dans cette dynamique-là et d'adopter ces nouveaux outils, ces nouveaux modes de consommation, que ce soit de l'information, des produits et des services. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'État. On a besoin de cette harmonisation, de cette coordination des structures étatiques et de leurs process, justement pour éviter le cloisonnement des initiatives et les lenteurs administratives. Il faut que ces structures accréditées, du coup, aient la légitimité de pouvoir prendre des initiatives qui soient écoutées. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peinent à être mises en place. Parce que justement, à cause de tous ces remaniements... En fait, ce n'est pas le fait qu'on change de ministre ou quoi, moi, qui me pose problème, c'est la continuité. Il faut que si un ministre fait quelque chose, l'autre prend derrière, il continue, il avance. Mais à chaque fois, recommencer à zéro, donc on ne va jamais avancer. On prend plus de retard, on est en marche. Comme elle a parlé de cadre réglementaire, maintenant, c'est l'occasion de parler de la Startup Act. Parce que comme on sait, il faut faire des innovations. Et je crois que ça va venir avant tout des startups, parce que quelles qu'elles soient. Hein. Et donc... et le projet de loi Startup Act, imaginez, en 2018, ça avait commencé depuis 2018. Et jusque-là, ce n'est pas fini. Donc, ça dit au fait que c'est lourd. Vous pouvez déjà, pour préciser à nos téléspectateurs, à moi-même d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que voilà. Au fait, pour pouvoir parler de Startup Act, je vais parler des principaux problèmes qu'a un entrepreneur numérique. Dans l'innovation. Très rapidement. Oui, très rapidement. Le premier problème, c'est le cadre réglementaire et fiscal. C'est très important. Quelqu'un, il va faire de la recherche et développement. Pendant ce temps, personne n'investit à lui. Et bon, s'il ne crée pas une entreprise, au début,
alors il est dans l'informel. S'il crée, il est censé payer des charges ou autre. Alors que déjà, c'est un enthousiaste et c'est de la love money, c'est-à-dire des gens qui l'aident, donc ça ne va pas la faire. Donc, cadre réglementaire de fiscal. Deuxièmement, on a parlé de formation, mais pas même technique avant. Formation managériale, entrepreneuriale et marketing. D'accord? Parce que beaucoup d'innovateurs sont à 90%, beaucoup d'entrepreneurs numériques au début, c'est à 90% innovateurs et seulement à 10% entrepreneurs. J'ai fait moi-même les frais. C'est au bout de temps que je crois qu'aujourd'hui j'ai dépassé 50%, mais encore du chemin. Ensuite, il y a aussi le côté qu'on puisse avoir, comment dirais-je, la vulgarisation de nos solutions. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos solutions. Les gens ne l'adoptent pas et l'État n'a rien pour que nous puissions partir des marchés publics. Et il y a le fonds d'amorçage, le financement. Comme je l'ai dit, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens au début de venir mettre son propre argent. Donc si on ne met pas ça, donc voilà les principaux défis qui font que ça freine. Et alors le face à ces défis, face à ces défis, qu'est-ce que vous avez proposé? Voilà, dans le Startup Act, avec le ministère de l'économie numérique différent, et maintenant l'association Mali Startup, et d'autres acteurs évidemment, et les incubateurs et autres. Donc l'idée, c'est d'identifier d'abord les 3 étapes. L'idéation, c'est-à-dire j'ai une idée, je vais faire une pré-étude, voir jusqu'à ce que ça monte. Ensuite, et à cette partie-là, on a des besoins bien spécifiques, c'est-à-dire l'étude des marchés, c'est-à-dire voir si cette idée est pertinente et bien d'autres choses. Ensuite, après l'idéation, il y a la phase incubation, donc prototypage, incubation, c'est-à-dire faire le premier produit pour voir si ça donne ou pour pouvoir le tester. Ensuite, il y a la 3e étape, c'est déjà quand on est en production. Donc, à chaque étape, on a besoin d'outils financiers et d'outils d'accompagnement en général, bien globaux. Donc, la Startup App s'attaque à ces différents problèmes et notamment donc de définir un label pour les startups qui... On a dans la dernière mouture, il est dit que voilà, on permet pendant la phase d'idéation de ne pas être une entreprise enregistrée. Ensuite, pendant la phase de prototypage, on permet d'être juste avoir un RCCM et de ne pas avoir le NIF parce que ça tue les entrepreneurs. Imaginez, pour faire un NIF, il faut avoir un local. Quelqu'un qui est en train de créer ces choses-là, il va chercher où est le local là. C'est très compliqué. On va être tous dans l'informel. Et une dernière chose, ça c'est quand on est en la phase de production là en ce moment. Donc, en tout, c'est 4 ans où la demande, c'est d'exonérer de toutes charges et de tous impôts fiscaux. Parce que, excusez-moi, sans cela, mais les startups demain, c'est des multinationales. C'est une assiette fiscale énorme et un levier de développement incontournable. Alors, c'est comme l'arbre qu'on plante. C'est comme nos enfants qu'on envoie à l'école. Mais on investit là-dedans d'abord. Créer les conditions. Voilà, et nous, on va faire. Merci, messieurs, madame, d'être venus sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle que notre thème ce soir était entrepreneuriat numérique, opportunités, défis et enjeux pour débattre de cette actualité. J'avais sur le plateau donc Dr Mamadou Goro Sidibé, président de l'association Mali Startup. Juste en face de lui, Madame Tako Kamara, elle est la fondatrice et directrice de Follow Digital Consulting. Et bien sûr, nous avions également sur le plateau Monsieur Mohamed Doumbia, il est le fondateur de l'incubateur C-Série Business Corp. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.